Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent pour ce nouvel échange avec 2CDR, Collectif citoyen pour la démocratie réelle. On a l'occasion d'accueillir aujourd'hui Richie Thibault, originaire de Pineuil. Bonsoir Richie. Bonsoir les amis. Donc ce soir avec nous aussi, on a Gwen de 2CDR. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Tu as aujourd'hui 17 ans, tu en avais 14 au début du mouvement des Gilets jaunes et tu candidates cette année aux élections législatives avec le collectif pour un monde meilleur. Déjà, on va te laisser te présenter toi en tant que personne, puis nous expliquer ce que vous faites avec ton collectif. Voilà, mais là, c'est une grande exigence que de devoir se présenter. Alors, bien moi, en quelques mots, je m'appelle Richie, je suis lycéen. Je milite, comme vous l'avez souligné, depuis l'âge de 14 ans, à travers différents combats qui me tiennent à cœur, que ce soit des combats en faveur de la justice sociale, de la lutte contre la misère proliférante, en faveur de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. La lutte en faveur de la démocratie réelle. J'aime bien le nom de votre collectif, d'ailleurs, je le trouve assez explicite. Voilà, et de la lutte contre le leurre, comment dirais-je, de la représentation vendue comme étant l'offre démocratique uniquement envisageable et concrétisable, si je puis le dire ainsi. Donc voilà, j'essaie de m'informer, de me nourrir l'esprit, de cultiver mon jardin, comme l'aurait dit Voltaire, et puis d'en faire profiter ceux qui m'entourent. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Et puis, je me lance dans cette aventure, comme vous l'avez souligné, des législatives. Donc, une aventure fortement laborieuse, mais dont il me semble nécessaire de s'engager. D'accord, merci. Et du coup, ce collectif, vous l'avez créé afin de vous présenter aux législatives? Alors c'est ça, nous on a créé un collectif, le collectif pour un monde meilleur. Il a vocation à rassembler des citoyens, des mouvements politiques ou pas, des mouvements associatifs, enfin tous ceux qui veulent prendre part à la dynamique, en faisant fi de nos, comment dirais-je, de nos divergences absolues. Quand je dis qu'on souhaite en faire fi, c'est-à-dire qu'on souhaite les reléguer au second plan, mais pas les effacer, bien sûr. Et donc on concorde, d'une part à travers un travail démocratique qu'on essaie de faire tout au long de la campagne, parce que pour nous notre objectif c'est pas juste de présenter un binôme titulaire-suppléante avec une soi-disant profession de foi, mais c'est bien en amont, durant toute la campagne électorale, procéder à un travail démocratique qui soit riche, qui soit émancipateur et qui puisse nous apprendre à toutes et tous bien qu'est-ce que c'est que la citoyenneté et comment on peut l'exercer. Et puis ensuite, voilà, il a vocation du coup à nous permettre d'une part, comme je viens de le souligner, de travailler à ce projet, puis de le présenter bien sûr dans le cadre de l'échéance, parce que malheureusement, cette échéance, elle est extrêmement, du moins elle est difficilement accessible et elle nécessite, comment dirais-je, un travail matériel, structurel, etc. Donc, c'est vrai que le collectif nous incarne à ce niveau-là un vrai support logistique, quoi. D'accord, merci. Et justement, sur le collectif aussi, moi, je me demandais, on peut voir sur votre page Facebook que vous êtes plutôt pas mal de jeunes. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être jeune et d'avoir été jeune d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes? Et comment tu penses qu'on peut toucher la jeunesse aujourd'hui? Oula, là, il y a plusieurs questions en une seule. C'est complexe tout ça parce que déjà, c'est difficile de tirer des leçons générales d'un cas particulier. Mais en ce qui me concerne, l'expérience des Gilets jaunes, elle a été révélatrice, elle a été enrichissante et elle m'a ouvert les yeux en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, lorsque j'avais 14 ans, je n'étais absolument pas politisé, je n'avais aucune culture politique, mais absolument aucune. C'est-à-dire que je n'avais même pas un intérêt pour la chose politique en tant que telle. Je n'avais jamais ouvert plus de 2 livres pour que ce soit assez explicite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux ce mouvement qui s'annonçait et puis ça a suscité, ça a attisé du moins ma curiosité. Donc, je me suis rendu sur un rond-point dès 7 heures du matin, accompagné par mon grand frère, qui lui aussi n'a aucune culture politique, mais qui par curiosité voulait se rendre sur ce rond-point. Vraiment, je me sentais à ma place et ça a été extrêmement enrichissant. J'ai des gens qui m'ont ouvert les yeux comme thématique, leurs difficultés sociales, leur indignation face à ce système, etc. Des choses dont je n'avais absolument pas conscience. Et ça, comment dirais-je, ouvert une volonté chez moi
de me nourrir de tout cela, de prendre conscience de tous les fléaux qui existent, de tous les mots MAUX, d'essayer d'utiliser des mots MOTS pour répondre du coup à cela et penser ces mots. Donc voilà, c'était un vrai périple. Donc oui, ça a été une forme de socialisation politique à travers du coup cette expérience des Gilets jaunes. Donc ça a été bien plus enrichissant qu'une socialisation politique par le biais de moyens traditionnels, quoi. Donc voilà, ça a fait de moi ce que je suis. Je ne sais pas exactement comment me définir, mais une sorte de profil politique assez spécial et qui vient rompre avec la doxa philosophico-politique ambiante. Et pour ce qui concerne la jeunesse, du coup, de manière plus globale, c'est compliqué parce qu'à la fois, il y a un abrutissement généralisé qui fonctionne, voilà, avec le système des influenceurs, le consumérisme, le conformisme, etc. Et néanmoins, parce qu'il faut toujours contrebalancer un propos, moi je constate une vraie prise de conscience, alors qui est tiède, qui a du mal à démarrer, mais qui se fait ressentir notamment. Moi j'ai été vraiment enthousiasmé lorsque j'ai demandé à des amis de réaliser une vidéo et de témoigner à travers celle-ci eh bien, de ce qu'ils pensaient de ma candidature. Et je m'attendais à des choses superficielles, du style « ouais, c'est super, il faut soutenir Etchi, etc. » Et là, finalement, j'ai été mais vraiment bluffé, c'est-à-dire qu'il y avait un contenu politique de fond. Et donc, ça a été extrêmement enrichissant de constater cela et puis motivant, quoi. Ça m'a vraiment redonné foi en ce qu'un éveil soit possible, quoi. Gwen, tu as peut-être une petite question? En fait, je voulais demander à Richie un peu comment il est arrivé au Gilet jaune, mais il a déjà répondu plus ou moins à la question et c'était très intéressant justement de voir comment il y est arrivé. Et j'aime bien le fait qu'il dise qu'il n'avait pas vraiment de conscience politique et qu'elle s'est forgée dans ce mouvement. C'est assez intéressant. Je peux peut-être compléter si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est fondateur chez moi. C'est-à-dire que vraiment, je suis le jeune d'un milieu assez populaire où on ne parle jamais de politique à table, si ce n'est pour dire ouais, il y en a marre de ci, de là, etc. Quoi, mais vraiment aucun sujet de fond. Puis là, je débarque autour d'un rond-point et vraiment, ce que je suis en train de vous dire, c'est la parfaite illustration que les ronds-points, ce n'était pas un lieu où se rencontraient des illettrés, comme on a pu le dire, etc., avec beaucoup de condescendance, mais c'est vraiment une forme d'aristocratie, quoi, pour moi, intellectuelle. C'est-à-dire que des gens qui avaient des histoires particulières, des gens qu'on n'entendait jamais à la télé, des gens qu'on voyait jamais sur les réseaux sociaux, des gens qui, comment dirais-je, font fonctionner notre pays au quotidien, qui se retrouvaient malgré leur diversité, malgré leurs divergences existantes, et qui se mettaient d'accord autour de demandes fondamentales, quoi. Et moi, voir cela à mon âge, à 14 ans, eh bien, ça a vraiment constitué mon être, quoi, politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai tiré beaucoup de conclusions, parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément conscience des raisons d'être sur ce rond-point. Mais a posteriori, oui, je comprends pourquoi j'y étais. Je comprends que finalement, voir ma grand-mère qui souffrait et qui percevait à peu près 400 € par mois, eh bien, inconsciemment, ça m'a poussé à mobiliser. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience, quoi. Et le recul m'a apporté cette conscience supplémentaire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans, j'y étais à la fois en tant que jeune révolutionnaire rempli de candeur, sans avoir conscience de l'être. C'est un peu le paradoxe. Et a posteriori, oui, j'ai compris les raisons de ma présence, quoi. Et toi, tu t'es pas demandé pourquoi est-ce qu'il y avait eu, il y a quand même pas eu énormément de jeunes et surtout de très jeunes dans le mouvement. Est-ce que tu t'es demandé du coup pourquoi toi tu étais là et pas les autres? Bon, parce que en toute humilité, je suis particulier, alors peut-être pas ni au sens positif ni péjoratif du terme, mais voilà, je suis un être singulier comme tout un chacun. On a tous des intérêts différents, même si là la question c'est pas forcément un intérêt ni un attrait pour la politique, mais le fait de se soumettre à la nécessité du coup de se mobiliser. Mais alors pourquoi cette conscience-là n'existe pas? Parce que il y a tout un tas de leurres qui concentrent l'intérêt de la jeunesse. Voilà, les réseaux sociaux qui à la fois s'avèrent être un outil extrêmement utile pour nos luttes, mais qui sont aussi pénalisants dans la mesure où elles nourrissent le conformisme, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si les influenceurs à 2 millions d'abonnés disent pas « ouais les amis, il faut aller dans la rue », eh bien tu verras pas beaucoup de jeunes y aller. Parce qu'aujourd'hui, la parole sacro-sainte, c'est celle de ces influenceurs, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui dominent, qui chantent les berceuses à la jeunesse, quoi.
Et j'ai foi en ce que ça prenne un terme. Et puis ce que je dis, alors c'est général, hein, c'est pas, comment dirais-je, je veux absolument pas faire une caricature. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure bien sûr particuliers et de plus en plus, et j'en suis ravi. Mais oui, il y a malheureusement cette acculturation qui prospère et qui prolifère, quoi. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on te présente ces gens-là comme des gens infréquentables, et puis en plus, il y a le fait est que les parents aussi ne sont pas forcément enclins à laisser leurs enfants se mobiliser, parce que je peux comprendre que ce soit une grande inquiétude de se dire oui, mais moi je laisse pas aller mon enfant sur un rond-point alors qu'à la télévision on me dit que ces gens-là ce sont des ivrognes dangereux, etc. Donc il y a des tas de raisons en fait qui l'expliquent. Moi je pense que accorder du temps au fait de déceler du coup les raisons, c'est peut-être intéressant, mais le plus intéressant c'est d'étudier comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la jeunesse d'ores et déjà vienne dans la rue, parce que le passé c'est une chose, mais le présent et les urgences qui l'animent doivent concentrer notre énergie. Oui, et pour moi et pour d'autres qui sommes de la génération au-dessus, de te voir toi, de voir Louise, de voir par exemple Florian, qui est donc un jeune avec qui tu as fondé Peuple Révolté, bon, c'est super encourageant parce qu'effectivement, il faut que vous soyez là aussi, tout à fait. Oui, bien sûr, puis on est riche de notre diversité, quoi. Vous savez, l'Union européenne est une institution que je n'apprécie guère à certains égards, d'un point de vue politique, à proprement parler, du point de vue du fonctionnement politique de cette institution, parce qu'il n'est absolument pas démocratique, du point de vue social, parce que les orientations de l'Union européenne sont aberrantes. Néanmoins, bon, rien n'est absolument tout noir. Et il y a des points positifs, et il y a un de leurs slogans, notamment voilà, unis dans la diversité. J'en fais une certaine maxime, quoi. Bon, même s'ils n'en ont pas le monopole. Et oui, voilà, on est riche de notre action, et je pense que si on souhaite vraiment un changement, eh bien, on doit le constituer en prenant conscience de notre diversité, en tirant des leçons, quoi, et pas en faire un poids qui nous fragilise plus qu'autre chose. Du coup, en fait, ces législatives, c'est un peu une nouvelle étape dans ton engagement. Pourquoi est-ce que tu as envie de jouer la stratégie des législatives? Ouais, alors oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans la rue dans un premier temps, ça a été extrêmement formateur. Puis ensuite, et encore aujourd'hui, je milite d'un point de vue associatif, donc dans des assos de jeunes, des assos au niveau national, notamment École pour tous. Je milite dans ce collectif pour faire en sorte que les 100 000 enfants et jeunes qui n'ont pas accès à l'école en France, parce qu'il y en a 100 000, bien puissent y accéder. Voilà, on leur empêche l'accès à cause de mesures discriminantes, systématiques et systémiques. Donc voilà, ça fait partie de mes engagements de manière plus locale. Je suis administrateur d'une asso qui s'appelle Cœur de Bastide, qui intervient à différents égards, qui accomplit des missions de service public qui sont délaissées depuis des décennies. Et finalement, voilà, ces expériences-là, ce militantisme, cet aspect contestataire, cet aspect militant associatif, ça a été extrêmement formateur pour moi. Et puis moi, je me dis que l'urgence est telle qu'on ne peut pas se priver d'un biais ou d'un seul biais, c'est-à-dire qu'on doit tous les saisir et on doit aller sur tous les fronts, si je puis me permettre l'expression, sans bellicisme de ma part. C'est-à-dire que même ce front-là électoral, qui est dénué de sens, qui est antidémocratique dans son fonctionnement, eh bien, on doit pour autant y aller pour apporter une dissonance, parce que si on le laisse à ceux qui le possèdent déjà, à ceux qui le maîtrisent déjà, eh bien, ce sera une opportunité en moins de faire passer nos messages et de faire écho à nos messages. Donc, c'est un peu la raison de celle-ci, quoi. Et puis, j'ai envie d'interpeller, et taper du poing sur la table pour dire oui, un jeune qui va avoir 17 ans dans pratiquement toute la campagne, qui aura 18 ans lors de l'échéance, un jeune qui est d'origine tzigane, une minorité longtemps stigmatisée, un jeune qui dit avec un collectif citoyen qui dit que la démocratie c'est important et que c'est une des solutions pour répondre aux urgences sociales et écologiques, et bien je pense que c'est important de faire peser ce message-là, et je pense qu'il se vaut. Alors moi j'ai pas la science infuse, je suis pas à même de dire si c'est le cas, mais je pense que ça a une valeur, en tout cas personnellement. Et puis aussi, pourquoi les législatives? Enfin, si je peux me permettre de répondre à cette question qui m'a été posée un peu indirectement, c'est qu'on vit dans un pays que l'on qualifie de démocratie, et c'est la raison pour laquelle je n'aurai pas le droit de voter lors de l'échéance présidentielle. Donc, j'essaie de me rattraper lors de l'échéance qui suivra. J'ai lu dans le cadre de ta candidature que tu prenais la réappropriation de la politique par les citoyens. Donc finalement, c'est une continuité des Gilets jaunes un petit peu.
Oui, en quelque sorte, parce que moi, enfin, à mes yeux, la politique, l'exercice de la citoyenneté, c'est pas juste tous les 5 ans déposer un bulletin dans une urne. Ça, c'est le fait d'être électeur, c'est une chose, c'est peut-être un moyen d'exercer sa citoyenneté, mais ce n'est pas en cela que la citoyenneté se résume, du moins uniquement. Et c'est pour cela que moi, je souhaite contribuer avec le collectif citoyen qui m'entoure à tendre vers une réappropriation de la politique, du coup, parce que la politique, c'est aussi discuter, s'informer. C'est pas juste dire moi je suis contre cela, je suis pour cela, mais bien exercer un travail de fond, se renseigner, trouver des éléments, essayer d'esquisser collectivement des solutions et prendre part aux décisions. Alors bien sûr, ça se fait de manière libre, c'est-à-dire que une personne qui ne souhaite pas y prendre part, on n'est pas là pour lui imposer cela. Néanmoins, on veut permettre que ceux qui souhaitent prendre part à ce travail puissent le faire, parce qu'aujourd'hui, concrètement, aucun biais légaliste n'autorise cela. Du moins, encourage cela plutôt, pardon. D'accord, oui, effectivement, moi, j'ai pu voir dans ce que vous présentiez avec le collectif que vous souhaitiez essayer de mettre en place une assemblée citoyenne. Et comment ça pourrait fonctionner, ça, un peu C'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi au début de la réflexion, du coup, et alors on s'est dit pourquoi pas présenter un programme avec des mesures démocratiques, des mesures sociales, des mesures écologiques. Mais alors, in fine, je me suis dit, mais Richie, ce serait mentir, ce serait exactement être sur la ligne politique de ceux que tu dénonces. C'est-à-dire que faire des promesses, c'est simple, mais sachant qu'il est quasi impossible de les tenir, de par le fait que je siégerai peut-être pas, de par mon indépendance politique, dans un groupe parlementaire, etc. Ce n'est pas possible donc de les concrétiser, du moins cela peut s'avérer difficile. Donc moi, je ne veux pas être un menteur de plus, un bonimenteur de plus, donc avec des belles promesses auxquelles j'adhère, mais que je ne pourrais pas forcément concrétiser. Mais alors, je me suis dit, eh bien, quelle pourrait être la proposition innovante qui, malgré tout, permette un apport du coup au débat public et qui n'est pas proposée ailleurs? Eh bien, je me suis dit que cette idée d'assemblée citoyenne, c'est une idée du coup démocratique. Donc, en cela, ça répond à l'urgence de construire, de co-construire, d'œuvrer à mettre en place une société démocratique. Et par ailleurs, elle peut permettre de répondre aux enjeux écologiques et sociaux. Je m'explique. C'est-à-dire que cette assemblée citoyenne, nous, si on est élu, on souhaite la faire vivre telle une maison du peuple, avec un assistant parlementaire qui siégera au minimum, voire 2 si possible. Et donc, l'objectif, c'est de la laisser ouverte le plus longtemps possible, de faire en sorte que des bénévoles y siègent dans des locaux qui seront le plus grand possible, je l'espère, si nous sommes toutefois élus. Et donc l'objectif, c'est d'en faire un lieu de vie démocratique où les gens viennent débattre. Donc, il y a une portée délibérative. C'est-à-dire que alors bien sûr, il va y avoir des chartes qui vont régir tout cela pour que ça fonctionne convenablement et qui seront amendées au fur et à mesure. Donc, l'objectif de cette portée délibérative dans un premier temps, c'est de délibérer des textes de loi sur lesquels le député devra se positionner. C'est-à-dire que le député s'y pliera. Moi, je me ferai uniquement l'écho de la volonté populaire. Je ne serai pas le type qui décide au nom de ceux qui m'ont élu, parce que ça n'a aucune légitimité, mais je serai celui qui va consulter dans le cadre de cette assemblée citoyenne et qui me plaira aux volontés populaires. Ensuite, il y a une deuxième portée, c'est une portée réflexive. C'est-à-dire que le député il siège dans des commissions qu'il choisit au début de son mandat. En l'occurrence, je ferai en sorte de les choisir collectivement avec l'ensemble de ceux qui m'ont élu ou ceux qui ne m'ont pas élu d'ailleurs, parce que je ne suis pas juste dans une posture électoraliste. Et ensuite, donc l'objectif, ce sera de faire en sorte qu'il y ait des groupes de travail en fonction notamment des commissions que j'aurais choisies et que l'on puisse tous ensemble amender les textes de loi que je devrais voter, etc., pour qu'il y ait vraiment un travail démocratique collectif qui sera émancipateur pour tout un chacun et qui sera aussi une forme d'exutoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller dans la rue, et moi je continuerai à le faire autant que cela sera nécessaire pour crier notre colère, mais je trouve que essayer de formuler celle-ci par des solutions, c'est tout aussi important. Et donc c'est un peu l'ambition de cette assemblée citoyenne. Et alors, je me suis dit, pour autant, c'est bien beau d'avoir une proposition démocratique, mais il ne faut pas non plus mettre à la poubelle, ou mettre de côté du moins, balayer d'un revers de main la question écologique et sociale, les questions écologiques et sociales qui sont plus qu'importantes. Et alors, comment faire le lien? Le lien, il est évident, c'est-à-dire que le travail que l'on va faire dans l'Assemblée citoyenne, il va se mettre au service de la recherche, de la construction de mesures qui vont permettre de répondre à ces 2 urgences.
Et pour articuler cela, on va mettre en place une charte des valeurs, une charte éthique, avec nos valeurs écologiques, nos valeurs démocratiques, nos valeurs sociales, nos valeurs humaines, nos valeurs humanistes, et qui viseront finalement à stipuler le cadre de l'Assemblée citoyenne. Pour être plus clair, c'est-à-dire que le débat il sera ouvert sans limite. Néanmoins, lorsque des petits groupes voudront essayer de graviter, de pervertir du moins pardon, notre travail avec des valeurs qui ne sont pas nôtres, eh bien cela ne sera pas possible, car ça ne respectera pas notre charte éthique. En fait, c'est une sorte de garde-fou pour éviter que des groupuscules nauséabonds viennent récupérer notre assemblée citoyenne pour pour s'en servir comme support à leur prosélytisme haineux, etc. Bon, mis à part cette dernière partie, dans ce que tu dis un peu, ça peut vite amener à penser à toutes les propositions qui ont été faites ces dernières années autour du RIC, des RIC même, des référendums d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et en fait, est-ce qu'il s'agirait quelque part quand même d'aller vers la mise en place d'un certain système de référendum citoyen, au moins à ton niveau? Moi, je pense que il faut essayer ce qui jusqu'alors n'a pas été essayé. Alors bien sûr, quand c'est formulé, quand c'est construit, quand ça a du sens. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. En l'occurrence, le référendum d'initiative citoyenne, c'est une idée qui est étayée depuis des décennies, qui est construite. Et je pense que oui, ça peut être un levier d'intéresser davantage l'ensemble de la population à aux prises de décision collectives, etc. Néanmoins, je pense qu'on ne doit pas se limiter uniquement à un référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi? Parce que le référendum d'initiative citoyenne, c'est une chose nécessaire, mais qui demeure verticale en quelque sorte, c'est-à-dire que même si c'est les citoyens qui exigent un référendum, c'est une structure supérieure qui est en haut de la pyramide qui dit bon ben ok, il y a tel nombre de signatures, donc on met en place un référendum. Donc finalement, c'est une forme d'exercice démocratique qui est ponctuel. Et moi, ce que je propose, et c'est une proposition parmi une autre, avec cette assemblée du coup de citoyennes, c'est une démocratie constante. Et je pense que les deux, ils peuvent être mis en lien et combinés. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit avoir des référendums pour des décisions qui sont polémiques, et si les citoyens le demandent, mais en parallèle, on doit aussi avoir un exercice de la citoyenneté qui est constant. On doit avoir un lieu sur lequel quotidiennement on peut se rendre pour débattre, pour échanger, pour faire écho à nos douleurs et pour faire écho aussi à nos convictions. Et je pense que les deux sont complémentaires, quoi. Oui, d'accord. Mais parce que c'est vrai que ce que je me demande quand même, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était quand même une expérience qui était très marquante pour beaucoup sur des ronds-points, c'était le fait que des personnes se rencontrent et qu'au-delà des appartenances politiques ou d'autres idées qu'ils pouvaient avoir, se rendaient compte qu'ils vivaient les mêmes choses, qu'ils faisaient face aux mêmes soucis et finalement étaient amenés à réfléchir aussi à des solutions communes et à des demandes communes. Comment valoriser ça si, d'un autre côté, on peut avoir une charte qui peut être aussi, dans quelques mesures, excluante. Comment ne pas sombrer dans l'exclusion en fait, de ces personnes et réussir à dépasser les différends? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Louise. Enfin, d'ailleurs, moi, je tiens à préciser quelque chose, c'est le fait est que je m'engage dans cette échéance législative parce que je veux que une voix qui soit plus ou moins dissonante pèse dans le débat et qu'on puisse aussi faire écho à des volontés, à des idées qui ne sont pas suffisamment évoquées dans celui-ci, dans le débat public. Donc, c'est surtout pour cela que je le fais, pour faire écho à tout cela, à toutes ces souffrances, à toutes ces propositions qui existent. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui me convient plus. C'est-à-dire que pour moi, même à la rigueur, c'est aussi un crève-cœur parce qu'en quelque sorte, y participer, même si c'est pour apporter un contenu qui est autre, ça revient à légitimer ce scrutin que moi je ne défends pas parce que je le qualifie d'antidémocratique, de par le fait qu'il y a tout un tas de freins. Enfin bref, et passons, c'est peut-être pas le sujet. Ensuite, pour moi, une charte des valeurs, je ne la vois pas excluante parce que des valeurs telles que l'humanisme, telles que le fait est de construire une société dans laquelle on coexiste comment dirais-je, tout en acceptant nos différences, eh bien, ce n'est pas l'exclusion. Pour moi, au contraire, c'est non pas l'inclusion, mais c'est le développement d'une société voilà, où on apprend à cohabiter, à vivre et à faire corps commun. Donc, ensuite, prendre compte des enjeux écologiques, ce n'est pas non plus pour moi excluant. C'est-à-dire que scientifiquement, les enjeux écologiques, ils sont prouvés. On a tout intérêt à s'en saisir parce que sinon, dans les générations futures devront malheureusement porter un masque au quotidien pour respirer un air qui soit sain.
de même pour l'urgence sociale. Pour moi, ce n'est pas polémique, ce n'est pas excluant que de dire il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui vivent dans une opulence indécente. Donc, cette charte des valeurs, elle n'est pas là pour attiser la dissension, elle est juste là pour éviter que des groupuscules mal intentionnés, qui du coup ne sont pas démocrates, viennent ponctuellement perturber le travail que l'on va accomplir, parce que nous, notre travail, c'est un vrai travail citoyen, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'étiquette des gens qui viennent ou la non-étiquette, parce que la plupart ne sont pas étiquetés, mais on veut malgré tout préserver une certaine intégrité, quoi, et on ne veut pas être un support à la prolifération de messages qui ne correspondent pas à notre éthique, parce que justement, ceux qui ne reconnaissent pas la fracture sociale, ceux qui ne reconnaissent pas l'effondrement de la biodiversité, ceux qui ne reconnaissent pas une société dans laquelle malheureusement il y a trop de stigmatisation à l'égard de main de population, eh bien ce ne sont pas des démocrates. Avec le collectif pour un monde meilleur, du coup, comment vous fonctionnez? Vous êtes combien à peu près et quel est votre fonctionnement? Parce que est-ce qu'on peut penser que c'est un petit peu la base de ce qui après pourrait s'étendre si vous obtenez ce que vous souhaitez? Ah, mais nous, on serait ravis de voir des initiatives de ce type-là germer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y en a de plus en plus qui se mettent en place sur le même schéma d'action. Alors, bien sûr, on a des particularités qui nous sont propres, et tant mieux, parce que c'est ça aussi la démocratie. Et alors, concrètement, pour répondre à la question, c'est une longue histoire. Je vais juste faire un petit récap pour qu'on puisse mieux comprendre. Et c'est extrêmement fastidieux. C'est-à-dire que moi, Richie, dans ma tête, je me dis, mais bon, il faut absolument qu'on fasse un truc pour éviter que ce soit toujours les mêmes candidatures, des mêmes mouvements politiques qui sont là depuis des décennies, les plus jeunes d'entre eux peut-être depuis 5 ans, et qui viennent dire, nous, on défend un programme, on va vous sauver, etc. Mais pour voilà, essayer d'apporter quelque chose qui soit autre. Et donc, j'ai été rencontrer des amis, je les ai réunis dans un tiers-lieu. On était une trentaine. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'une candidature, ça vous semble important? Qui plus est, est-ce qu'une candidature portée par un profil que l'on n'a pas l'habitude de voir dans le champ politique, ça peut être pertinent? Parce que moi, sincèrement, si on m'avait répondu que ça ne le serait pas, je me serais arrêté dans ma démarche. Et alors là, on m'a dit, non, non, il faut absolument y aller, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on s'est réunis une seconde fois dans un cercle plus large pour voir si ça faisait toujours écho, quoi, s'il y avait toujours un intérêt autour de celle-ci. Et puis, on s'est dit, bon, ben, OK, l'intérêt est lié, maintenant, on se met à bosser. Et donc, on s'est réunis à intervalles réguliers et à chaque fois, on prend des décisions collectives. C'est-à-dire que lorsqu'on a décidé de faire de l'Assemblée citoyenne une demande principale, ben, ça a été acté collectivement et ça a été étayé collectivement. Là, jeudi, on a une réunion, ce jeudi 10, on a une réunion à 19h dans la salle municipale de ma commune, donc Pineuil. On va valider 2 documents, une première validation de deux documents, un concernant du coup le fonctionnement de l'Assemblée citoyenne et un peu son ambition, et un autre concernant la charte des valeurs. Et donc, il va être amendé et pas juste validé. Et puis, on l'amendera à chacune des réunions. Donc, c'est vraiment un travail participatif et collectif. Et on veut vraiment, parce que d'une part, on pense que c'est nécessaire d'un point de vue éthique, et par ailleurs, c'est une vraie richesse. C'est extrêmement bonifiant de faire en sorte que chacun apporte quelque chose à la chose. Et par ailleurs, ce qui me semble aussi pertinent de mettre en exergue et de mettre en avant, c'est le fait que c'est extrêmement formateur pour nous tous, parce que d'une part, on apprend à aller sur ce terrain qui habituellement nous est interdit, notamment pour un jeune, quoi. Moi, on me dit souvent, non mais Richie, c'est pas ta place. Il y a des mouvements politiques qui m'ont dit, Richie, si tu veux, tu peux être notre suppléant, on peut même te donner un poste d'assistant parlementaire si nous sommes élus, ce sera extrêmement formateur pour toi. Mais bon, tu sais, à 17 ans, 18 ans, lors d'une échéance, c'est pas forcément légitime. Enfin, néanmoins, c'est peut-être légitime, mais c'est pas forcément parlant. Enfin, bref, passons. Et donc, bon, pour revenir sur l'aspect formateur, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont mon âge, qui animent les réseaux sociaux. C'est une expérience inédite pour eux. Il y a tout un tas de camarades de lycée, de mon lycée ou de lycée avoisinant qui, pour la première fois de leur vie, assistent à des réunions politiques. Des membres de partis qui sont hyper archaïques dans leur fonctionnement, qui viennent dans cette initiative et qui sont bluffés, qui disent, mais nous, on n'a jamais vu un fonctionnement politique comme celui-ci, parce qu'habituellement, dans nos mouvements, c'est plutôt vertical. Et donc, voilà, c'est vraiment fascinant, quoi. C'est une véritable aventure humaine. Ça te donne pas mal d'espoir. Mais j'aurais une petite question plus large et je me demandais du coup, est-ce que tu continues de t'interroger sur ce que le mouvement des Gilets jaunes il a pu donner, sur quel débouché politique il peut encore aller? Ben oui, c'est une interrogation constante, quoi. C'est-à-dire que moi, j'essaie encore une fois au quotidien de me nourrir, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais pas lu plus de bouquins, et depuis, j'ai enchaîné les lectures, parce que c'est aussi des pistes de compréhension, quoi. Et par ailleurs, bien sûr, j'ai discuté avec les gens qui étaient
engagés dans ce mouvement à mes côtés, mais aussi, et je me mets de plus en plus à le faire, à aller discuter avec des gens qui ont dénigré ce mouvement, qui n'ont pas voulu y participer, qui l'ont mal perçu, qui l'ont mal compris, qui l'ont combattu même. Et donc, en faisant cela, j'essaie de construire vraiment une critique au sens objectif de ce qui s'est passé. Et donc voilà, alors après, le débouché principal politique, c'est que ça a foutu une sacrée claque au monde politicien, quoi. C'est-à-dire que tous ces mouvements politiques, tu vois, qui disent ouais, votez pour nous, on va vous apporter des solutions, puis on continuera à vous rendre du rêve, etc., et à vous prendre des cons, lapsus révélateur. Et donc voilà, et en gros, voilà, on nous prend pour des cons, quoi. Et puis nous, on leur a foutu une claque. On leur a dit, mais on n'est pas si cons que ça, parce que nous, on est capable de faire écho à nos propres voix. On n'a pas besoin toujours d'être soi-disant représenté par des gens qui nous représentent même pas, qui ont cette prétention alors qu'ils en sont incapables. Et donc déjà, c'est cette claque politique qui a renversé un peu l'échiquier politique parce qu'ils en ont tous tiré des leçons. La plupart ont ajouté le référendum d'initiative citoyenne dans leur programme de manière un peu dévoyée. Enfin bref, ils ont tout de même fait. Donc ça a été une claque politique. Ensuite, ça a été un vrai réveil parce que moi, au quotidien, j'ai des amis, encore une fois, qui étaient engagés du coup dans des mouvements politiques, par exemple le Parti communiste, un parti hyper vertical. Et moi, qui s'en dit, mais Richie, en nous engageant dans ce mouvement-là, on a compris qu'il y avait d'autres citoyens, des gens qui n'étaient pas dogmatiques, des gens qui partageaient notre philosophie politique sans pour autant utiliser les mêmes termes que nous qui sont dépassés. Donc, ça a été extrêmement enrichissant du coup. Et ça, pour reprendre, ça a donné une claque au monde politique archaïque. Ça a donné des leçons aux militants de terrain qui en ont pris de la graine. Ça nous a forgé une culture politique. Je prends mon illustration pour le coup. Tout un tas de personnes qui jusqu'alors n'avaient jamais pratiqué de politique au sens le plus noble du terme, eh bien, se sont mis à avoir un intérêt pour la chose politique et sont devenus de vrais citoyens qui aujourd'hui ont un esprit critique et combattent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion eh bien, les malversations quotidiennes qui alimentent le système actuel. Donc oui, c'est une vraie. Il y a plusieurs leçons politiques à en tirer, quoi. Après, sur les débouchés, je pense qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, on reste un corps social parmi d'autres. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, justement, c'est un mouvement spontané. Et pour moi, il n'est pas voué à être un mouvement de politique de long terme. C'est-à-dire que ça a été un mouvement populaire qui perdure encore malgré tout, mais le vrai épisode populaire révolutionnaire de la chose, c'était 2018-2019, quoi. Et donc, pour moi, c'est cet événement, cette mobilisation historique qui nous permet de nourrir nos réflexions. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen, un support qui va nourrir nos initiatives. Ça doit s'inscrire dans la continuité sans pour autant être monopolisé du moins restreint uniquement à ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on doit vraiment s'ouvrir et entrer en contact avec les gens qui n'ont pas saisi la nécessité de s'investir en 2018-2019, mais qui aujourd'hui, sous une autre forme, avec un autre appellatif, voudraient rejoindre ces démarches-là, quoi. Oui, tout ce que tu évoques là, ça montre une dynamique vraiment très positive. Donc, tes amis, des Gilets jaunes, tes proches qui ont rejoint cette dynamique. Après, je pense que ça s'est encore élargi et qu'il y a d'autres personnes, bon, comme tu le dis, voilà, qui vous ont rejoint. Bon, maintenant, juste un peu de négatif. Est-ce que tu as eu aussi des réactions de rejet négatives par rapport, que ce soit à ton âge, par rapport au fait, par exemple, si on prend le cercle Gilets jaunes, c'est vrai que beaucoup rejettent un petit peu l'engagement dans les élections, etc. Est-ce que tu as des expériences comme ça de rejet ou ça reste très positif? Non, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr qu'il y a du rejet. Et il y a plusieurs registres de rejet. Il y a le rejet stupide, qui n'est pas fondé, voilà, qui n'est absolument fondé sur rien, qui est uniquement ad hominem, du style ouais, mais tu sais, tu devrais attendre. Tu devrais, alors ça, c'est surtout les vieux mouvements politiques qui veulent me récupérer. Tu pourrais être notre suppléant lors de cette candidature, puis ensuite te présenter aux échéances municipales. Puis, dans 10 ans, être candidat titulaire, comme si déjà on avait le temps. Et puis, comme si mon ambition était d'entamer un parcours carriériste. Donc, autant dire qu'il se trompe. Donc, ça, c'est pas forcément… C'est de la stupidité, c'est pas forcément de la haine. Mais
parfois, ça s'accouple finalement, si je puis le dire ainsi, à beaucoup de velléité et de haine. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils se voient confrontés à mon refus, eh bien, tout d'un coup, ils se mettent à dire « Ouais, mais du coup, tu n'as pas de légitimité, en fait, puisque tu ne nous écoutes pas, nous les grands. Oui, mais tu sais, avant d'émettre des critiques sur nos programmes politiques, il faut que tu les apprennes par cœur, etc., etc. Oui, mais tu sais, tu ne mesures pas dans quoi tu t'engages. » Et donc, il y a une forme de condescendance à l'égard de l'engagement que je mène en tant que jeune, qui est qualifié par eux de puéril, etc. Et donc, bref, et si tu veux, enfin, si vous voulez, du moins, moi, je suis déçu de voir que ces gens-là se restreignent, parce que je pense qu'ils valent mieux à la critique, si encore on peut qualifier ça de critique, ad hominem, et ne viennent pas échanger sur le fond, sur la chose politique qui est essentielle. Moi, je n'attends que ça, des gens qui viennent débattre avec moi sur le fond. Mais malheureusement, ils fuient le débat politique. Mes futurs adversaires aux législatives, par exemple, La République En Marche, enfin le député sortant qui va sûrement se représenter, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'aller débattre avec lui et à chaque fois, il m'a pointé du doigt aux forces de la gendarmerie pour qu'il m'empêche d'aller débattre avec lui. Enfin, pour vous donner un exemple, ils ont une peur absolue de la contradiction. C'est pareil pour la candidate qui est arrivée en seconde position, qui est étiquetée Rassemblement National et qui m'a bloqué sur les réseaux sociaux parce que comment dirais-je, mon discours n'était pas un discours de haine, parce que les discours de haine, c'est ce qui lui permet de se mettre en avant, mais était un discours plus ou moins construit qui essaie d'apporter une critique constructive. Et ça lui plaît pas, bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment cette fuite du débat. Et c'est d'ailleurs une des raisons, j'ai oublié de dire, qui me pousse à me présenter. Si je me présente, c'est que je veux vraiment être face à ces gens-là pour les mettre face à leurs responsabilités et pour leur apporter une véritable critique, parce qu'ils me fuient sur les autres canaux. Donc voilà. Enfin, après, il y a d'autres critiques, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas la peine de s'y attarder, voilà, que c'est toujours dans le registre ad hominem. Et enfin, il y a la véritable critique, la critique au sens noble. Ceux qui me disent de manière intellectuelle, de manière construite, Ritchie, tu as tort. Parce que Ritchie, ça revient à légitimer le système électoral actuel, qui n'est pas démocratique. Parce que Ritchie, ce n'est pas le bon moyen. Le moyen, c'est ce moyen contestataire. Parce que ces gens-là, ils sont dévoyés et si tu les fréquentes, tu vas te pervertir. Donc moi, déjà, c'est un registre que je respecte. Je comprends ces arguments-là, je comprends ces registres de pensée-là. Je dis juste que moi, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans lors de l'échéance et je veux me fonder une opinion, une philosophie critique à ce sujet. Et quoi de mieux que pour se fonder une véritable opinion que de pratiquer, d'être sur le terrain et d'essayer pour en tirer de meilleures conclusions politiques. Parce que moi, mon ambition, elle est vraiment de comprendre chacune des ficelles, chacun des maillages de ce système pour ensuite mieux le critiquer de manière plus performante. Enfin, du moins, c'est une de mes ambitions, c'est loin de se restreindre à cela. Et donc, pour moi, la meilleure solution pour ça, c'est d'aller au sein même de celui-ci en étant très vigilant pour l'analyser plus en profondeur. Donc voilà, mais bien sûr, la critique, elle existe et tant mieux. Mais moi, j'espère juste que la critique, au bout d'un moment, du moins son niveau va s'élever petit à petit parce que j'en ai ras-le-bol, quoi, vraiment de devoir répondre à des critiques pour le coup qui sont vraiment sur un registre puéril. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Il y a le groupe là, qui représente votre collectif qu'on a trouvé donc, sur les réseaux. Est-ce que vous avez, par exemple, un moyen de diffusion de ce que vous faites auprès de la population autre que les réseaux? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas sur Facebook, etc. Comment vous pouvez les joindre, ces personnes-là? Alors, ça se met en place petit à petit. Bon, on a les réseaux sociaux pour ceux qui y sont. On va avoir des framalis, enfin des listings mail pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pour ceux, et ça arrive, qui n'ont pas du tout l'outil numérique, mais qui viennent aux réunions de manière physique, pour ne pas employer le terme présentiel, et qui n'ont pas du coup d'accès à cet outil-là, eh bien, on essaie de leur envoyer à chaque fois une copie des comptes rendus par voie postale. Donc voilà, on essaie vraiment de permettre de retranscrire le travail qui a été accompli à l'ensemble des citoyens qui le souhaitent, qu'importe leurs moyens d'information et de diffusion. Donc voilà, et puis après ça se construit parce qu'encore une fois, moi j'ai décidé de partir finalement parce que j'ai hésité longtemps, de partir sans aucune force partisane existante. Donc c'est un vrai labeur, c'est-à-dire qu'on a dû créer une asso de financement pour pouvoir récolter des dons parce qu'une campagne ça coûte de l'argent malgré tout. Donc avec des gens qui n'ont jamais fait ça et qui doivent se coltiner une lecture de 140 pages du code de financement électoral. Donc là aussi c'est extrêmement formateur pour eux. On a des gens qui n'avaient pas l'habitude de gérer les réseaux sociaux de manière professionnelle mais qui se mettent
mettre à le faire. Donc oui, finalement, on est parti de rien et aujourd'hui, on commence à construire quelque chose. Donc c'est un début et on espère que ça va continuer, quoi, et que ça puisse surtout donner des idées, quoi. C'est surtout autour des idées que nous, on veut se focaliser, quoi. Comment ça se passe dans la circonscription du coup en ce moment? Toi, tu as de l'espoir un peu? Ça commence à prendre. Tu nous avais parlé un peu du fait qu'il y ait du monde commence à venir aux assemblées, à vos réunions, mais est-ce que tu as de l'espoir pour ce qui arrive? Ça germe. Après, eh bien, comment dirais-je, j'en ai parce que j'en veux et parce que je le nourrirai toujours. Et l'espoir fait naître l'espoir. Donc voilà, enfin, c'est un cercle vertueux. Mais non, après, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est-à-dire que c'est complexe. Néanmoins, il faut y croire. Et il faut y croire et pour cela, il faut du travail. Ça ne va pas tomber du ciel. Du coup, nous, on va à la rencontre des gens au quotidien. Là, on a eu nos premières réunions. Alors, on tournait autour d'une trentaine de personnes à chaque fois, mais à chaque fois dans des villes différentes, si possible. Là, on espère en convaincre davantage, du moins ne serait-ce que venir assister à la prochaine réunion qui aura lieu jeudi. Ensuite, on va mener des tractages sur les différents marchés de la Circo. On a rencontré les différents sports politiques existants pour leur dire, nous, on a une offre qui est différente. On sait bien que, voilà, parce que vous défendez vos intérêts partisans, vous n'allez pas forcément y voir un intérêt fou, mais néanmoins, on veut vous parler de celle-ci parce que c'est important que vous soyez en phase, malgré tout, avec les réelles attentes citoyennes qui sont parfois à des années-lumière de ce que vous prenez. Donc voilà, mais c'est un vrai travail de terrain. Au quotidien, il faut passer des dizaines de coups de fil. Au niveau national, il faut essayer de se mettre en lien avec l'ensemble des collectifs associatifs, des collectifs politiques qui sont dans la même optique. Il faut bosser au niveau technique et logistique pour les demandes de prêt de salle, pour les demandes logistiques, enfin, etc., de financement concrètement juridique. Donc, ouais, c'est un vrai labeur, mais on va y arriver. Et puis, j'ai vraiment espoir à ce qu'il y ait une dynamique qui se crée parce qu'on parle à ceux qui n'ont jamais été, qu'on n'a jamais voulu associer à la chose, c'est-à-dire les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à travers ce collectif à assister à la première réunion politique et ainsi de suite. Donc, ouais, il faut y croire et puis on se reverra sûrement pour en parler avec des nouvelles qui, j'espère, seront positives. Ok, merci beaucoup en tout cas Richie. Juste pour savoir, une petite dernière question un peu rigolote qui nous venait d'un des amis de CDR. Tu as 18 ans, donc pas encore le permis, mais peut-être que tu en as entendu parler. Tu serais dans le convoi, toi? Écoutez, pourquoi pas? Moi, alors, la problématique, pour faire court, parce que je sais qu'on est un peu pris par le temps, c'est que je fais beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire que je dois gérer mon bac et on a beaucoup d'épreuves, enfin, de bac blanc, etc. Donc, c'est fastidieux. À la fois, je dois nourrir un peu mon esprit pour éviter d'être uniquement dans les faits communs, dans les banalités, parce que c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai envie. Puis, à la fois, ce combat politique. Donc, c'est autant vous dire que ça prend beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, je ne lâcherai jamais la lutte et au quotidien, j'essaie d'y participer. Donc, samedi prochain, normalement, je serai à Montpellier aux côtés de nos amis qui ont lancé une sorte d'appel national et qui vont contester encore l'absurdité totale dans laquelle on nous contraint de survivre. Mais pourquoi pas, hein, si ça prend, moi, je serai le premier à y prendre part, tout comme en 2018. Mais en tout cas, peut-être encore une fois, parce que là, vous m'avez lancé, sans trop digresser, pour dire qu'on est vraiment dans une période charnière. Voilà, on a été dans la rue en 2018. Là, on va essayer de mener des initiatives à travers les urnes. On a milité au niveau associatif, mais il faut vraiment prendre compte qu'on est à une heure charnière et que le changement de paradigme, il va arriver. Alors, soit ensemble dans quelque chose de totalement négatif parce qu'on reste dans l'inertie. Moi, j'y crois pas parce que moi, j'ai foi au peuple dont je fais partie, à ce peuple qui s'est levé en 1789, qui s'est levé en 1830, qui s'est levé en 1848, qui s'est levé en 1871 sous la Commune de Paris, etc., etc. Donc, je pense que oui, on est le peuple de l'insurrection, on est le peuple de la lumière et de la flamme incandescendante révolutionnaire. Donc, il faut qu'on aille au bout et puis il faut qu'on le fasse parce que les futures générations et les plus jeunes, attendent quelque chose de notre part. Ils attendent qu'on leur construise un monde meilleur. C'est l'ambition un peu que prône et que met en avant le nom de notre collectif. Merci beaucoup en tout cas Richie. Je pense que toute l'équipe te souhaite plein de courage pour le bac et pour les législatives. Et ravi de t'avoir eu avec nous ce soir. Pareillement pour moi, c'était extrêmement enrichissant et vive l'information alternative. Merci beaucoup pour ta présence, ton enthousiasme. Et oui, et on continue comme ça. Génial. À plus tard, les amis.